Nous sommes en l'an 480 avant notre ère. En cette chaude journée du 29 septembre, le regard des deux plus grands empires actuels arrivait vers un minuscule bras de mer. Simple rigole à l'échelle de la planète, mais qui est destiné à prendre une importance capitale au regard de l'histoire. Cet événement découle de la volonté d'un seul homme, le roi des rois perses, Xerxès. Quelques mois plus tôt, il a fait franchir à son immense armée le détroit d'Hellespont et fond sur la Grèce. C'est ici la survie de toute une civilisation qui se joue. Les larmes des veuves de Marathon n'ont pas encore séché, que déjà, ils se préparent à défendre une fois de plus le flambeau de leur civilisation, dont la lumière ne semble jamais avoir été aussi vacillante qu'aujourd'hui. La guerre n'engendre que la guerre, sera la phrase idéale pour déterminer la cause de la deuxième guerre médique. En effet, 10 ans plus tôt, la Grèce avait déjà repoussé les Perses sur les plages de Marathon, infligeant ainsi une défaite cuisante à l'armée perse, cassant le mythe d'un empire invincible. L'accession au trône de Xerxès, qui prend la place de son père en -486, va en être le déclencheur. En effet, celui-ci a vu impuissant la grande armée paternelle être vaincue, et il a juré qu'il prendrait sa revanche. Les 5 premières années de son règne seront consacrées aux préparatifs nécessaires à cette invasion. Vint alors le jour où Xerxès se sent prêt. En l'an 481, il lance son immense armée droit vers les cités grecques. L'historien grec Hérodote, bien que grossissant certainement les chiffres, décrit une masse grouillante de 2 500 000 hommes, marchant droit vers les terres hellènes et avec une dent particulière pour Athènes, qui avait mené la charge 9 ans plus tôt. Mais les Grecs ne laissent pas la peur les paralyser. Ils décident de lutter ensemble contre la menace venue de l'Est. Ils réunissent un conseil extraordinaire dans l'isthme de Corinthe, à l'automne 481, et ensemble, ils décident de laisser leurs différends de côté afin de mettre sur pied une force capable de protéger leur cité et de repousser l'ennemi, car chacun sait que seule l'union leur donnera une chance de tenir la ligne face aux hordes qui se massent à leur porte. L'armée coalisée sera divisée en 2 composantes. La force terrestre, commandée par le roi Léonidas, et la flotte, qui elle sera menée par Eurybiade. Ces 2 généraux sont spartiates, du fait du statut guerrier de la cité. Pendant ce temps, Xerxès utilise toute la puissance de son empire afin de faire progresser son armée. Il construit un pont fait de milliers de bateaux, large de plusieurs mètres et traversant 65 km de mer. Gigantesque ouvrage afin d'accélérer la traversée de cette troupe. Le doute s'immisçant dans les rangs grecs, ils se tournent vers leurs frères siciliens, mais les diplomates grecs, malgré tout leur art, essuyèrent un refus. En effet, les cités helléniques n'avaient daigné 3 ans plus tôt d'aider les Siciliens dans leur guerre face à Carthage. Les continentaux devront donc faire face seuls. La région de Thessalie, première sur le chemin de l'envahisseur, désireuse de ne pas juste servir de territoire tampon, demande l'aide de ses nouveaux alliés. Mais les Grecs refuseront d'y mener bataille, craignant de se faire surprendre. Ils abandonnent ainsi la Thessalie sans même combattre. Ils décident alors d'ériger leur défense au défilé des Thermopyles, passage obligé afin d'atteindre le reste de la péninsule. La flotte, elle, se déploiera au cap de l'Artémision, afin de garder le contact entre les différentes composantes de l'armée. Mais lorsque le premier accrochage sérieux éclatera à Skiathos, les navires grecs effectueront un redéploiement stratégique vers un périmètre sécurisé. Ce qui, traduit en langage visuel, signifie prendre la fuite vers Chalkis. Mais la bonne fortune de Xerxès ne durera pas, car quelques jours plus tard, la mer se déchaîne sur sa flotte stationnée à Sépias, et coule 400 vaisseaux, qui manqueront à coup sûr cruellement dans les durs combats à venir. Voyant ça, la flotte grecque retourne à l'Artémision, adoptant ainsi une nouvelle stratégie. À partir de maintenant, la moindre motte de terre grecque que capturera l'ennemi sera souillée du sang de milliers de Perses. À partir de maintenant, l'échec n'est même plus une option. Mais le destin de cette guerre se jouera d'abord sur terre. En effet, au défilé des Thermopyles, les Perses sont passés à l'offensive, envoyant vague après vague une multitude de soldats sur les 10 000 hoplites grecs rassemblés là. Heure après heure, alors que les cadavres s'entassent par dizaines de milliers, les Grecs tiennent la ligne au prix de leur vie, se sacrifiant pour leurs compagnons et luttant jusqu'à la mort. Dans leurs yeux brille la flamme que seul l'attend d'une mort certaine et juste peut allumer. Ils forment un mur de boucliers autant que de volonté, indéfectible et indestructible. Alors que les Perses viennent s'écraser tels des mouches sur la détermination grecque, Xerxès enrage. Il sait que le temps joue contre lui et que le moral de ses hommes baisse à l'idée d'affronter ces guerriers sauvages. Mais la trahison et le vice sont présents dans l'esprit de tout homme, et un Grec, trahissant sa propre patrie, révèle l'existence aux Perses d'un sentier caché au plus profond du massif des Kallidromos, permettant de contourner la résistance désespérée que lui oppose l'armée coalisée. Léonidas, sachant que tout espoir était perdu, décida d'ordonner à son armée de faire retraite. Mais il sait que le reste des forces grecques est loin d'être prêt au combat,
et conscient de la nécessité de gagner du temps, il est contraint de laisser sur place une force d'élite. Lorsqu'il rassemble ses hommes afin de leur présenter sa stratégie, ceux-ci comprennent peu à peu que ceux qui resteront là n'auront aucun espoir de voir un nouveau lever de soleil. Comme un seul homme, les 300 soldats d'élite spartiates se rangent derrière lui, et inspirés par leur froide résolution, près de 2000 hommes sortent des rangs, afin de se rassembler sur leur ligne de défense. Cette ligne, qui est la marque du début de leur patrie. Cette ligne qui défend leurs femmes, leurs fils, leurs familles et tout ce qui leur est cher. Cette ligne pour laquelle ils combattront, cette ligne pour laquelle ils saigneront, cette ligne pour laquelle ils tueront, cette ligne pour laquelle ils mourront. Au même moment, à l'Artémision, la flotte perse envoie un contingent prendre les troupes grecques à revers en contournant l'Eubée. Heureusement pour les Grecs, une tempête fera échouer cette manœuvre. Les coalisés décident alors d'harceler le reste de la flotte perse, mais celle-ci les engagera brutalement. Cependant, elle n'arrivera pas à prendre le dessus, et ce sera la flotte d'Eurybiade qui rompra le contact en apprenant la mort de Léonidas. La voie est maintenant libre pour Xerxès, qui peut continuer sa progression. Celui-ci arrive bientôt à Athènes, qui a été au préalable évacuée, tandis qu'il envoie également sa flotte à Salamine. Les Grecs vont alors statuer sur la décision à prendre. La majorité des généraux, dont Eurybiade, sont d'avis de livrer bataille près de l'isthme de Corinthe, où l'armée terrestre est en train de construire un mur afin de pouvoir en cas de défaite s'y réfugier. Mais l'Athénien Thémistocle défend un autre plan. Pour lui, le combat doit se faire justement à Salamine, car d'une part ce détroit est beaucoup plus étroit, ce qui empêcherait les Perses de profiter de leur supériorité numérique. D'autre part, il craint que, si près de la cité, la flotte se disperse, rendant par le même fait la victoire impossible. N'arrivant pas à convaincre Eurybiade, il menace de partir avec la flotte athénienne, qui compose la plus grande partie de la coalition. Ce dernier point rallie à lui les Spartiates. Il n'en va pas de même pour l'ensemble des généraux. Thémistocle va donc devoir ruser. Il feint la trahison et envoie un message à Xerxès, lui conseillant d'attaquer. Celui-ci était alors en train de tenir conseil. Tous sont d'avis d'attaquer Salamine, excepté la reine d'Halicarnasse, Artémise. Celle-ci met en garde contre la supériorité des marins grecs et défend un combat terrestre. Mais Xerxès choisit de suivre l'avis du plus grand nombre et va donc dans la direction de Thémistocle. Alors que le roi débarque une grande partie de ses hommes sur l'île de Psytalie, c'est un autre Athénien, Aristide, qui annonce l'attaque au conseil grec. L'heure n'est plus aux palabres et au concile, l'heure est aux actes, aux combats et aux décisions graves. L'heure est venue pour les Grecs de se tenir droit sous le regard de leur dieu et de porter le destin de leur civilisation. Pour assurer la défense de la péninsule, la flotte coalisée aligne un nombre impressionnant de 378 vaisseaux, dont la majorité sont athéniens. Pour importante qu'elle soit, la flotte athénienne ne peut se comparer à l'immense armada rassemblée par Xerxès, au nombre incroyable de 1207 navires de guerre. Mais ce nom n'est pas un grand avantage, car l'étroitesse du détroit empêche l'énorme flotte perse de manœuvrer correctement, et de déployer toutes ses unités à la fois, afin de submerger les rangs adverses. De plus, les marins grecs étaient à cette époque les meilleurs du monde, rompus à la navigation et possédant une solide connaissance du terrain. Ils avaient l'avantage de tous parler la même langue, ce qui dans le tumulte de la bataille, lorsque les ordres seraient criés de bateau en bateau, se dévoilerait d'un avantage décisif. De plus, ceux-ci disposent d'un avantage technique certain. En effet, les éperons de leurs navires, armes décisives dans les combats au corps à corps, sont renforcés d'airain. Le soleil vient à peine de se lever lorsque Xerxès lance ses troupes droit vers la position ennemie. Depuis les lignes grecques, c'était un véritable mur de bois et d'acier qui se dirige en silence vers eux. Un tsunami de voiles et de soldats qu'elle s'apprête à affronter. Si ce sont d'abord les navires phéniciens qui arrivent au contact de la partie athénienne, peu à peu, c'est un véritable torrent de navires qui se déverse sur les forces coalisées. Mais la petitesse du passage rend cette manœuvre hasardeuse, et les navires perses en ressortent dans un désordre complet. Mais les Grecs se montrent dignes du sacrifice de Léonidas et gardent la formation, restant, eux, concentrés et organisés, se mouvant comme un seul homme, formant un escadron mortel, abattant les ennemis un à un. À peine un équipage est massacré qu'ils remontent déjà sur leur bateau, se dirigeant vers un autre combat. La flotte alliée se transforme en une implacable machine à tuer, fonçant droit au travers des lignes perses, désorganisées sans que personne ne semble pouvoir les sauver. Mais peu à peu, Eurybiade est oppressé par le nombre incessant de navires qui se massent autour de lui. Thémistocle, voyant son allié en difficulté, vole à son secours. Repoussant l'ennemi paniqué devant lui, le général athénien parvient à écraser la force ennemie sur elle-même. Les navires perses se foncent les uns sur les autres, s'empêchant de fuir et créant un immense amas de carcasses de navires. La mer résonne du cri des milliers de marins qui se noient, prisonniers de leur cercueil flottant. Dans les rangs de Xerxès, la panique est totale, surtout depuis la mort de l'amiral de l'aile droite, Aribignès. La confusion, la peur et l'incompréhension règnent partout, tandis que les bateaux reculent précipitamment devant cet ennemi implacable.
Atterré, Xerxès ordonne la retraite vers Athènes, dans l'espoir de pouvoir rassembler ses troupes et reprendre l'offensive. Au même moment, l'Athénien Aristide fonce avec ses meilleures troupes sur l'île de Psytalie, utilisée comme base d'opération par les Perses lors de cette bataille, signifiant ainsi la fin de celle-ci. Cette bataille a en vérité bien plus tenu de l'élimination méthodique que du combat. En effet, les Grecs signent un ratio de 1 contre 5, avec une perte d'à peine 40 bateaux contre plus de 200 vaisseaux du côté perse. De plus, Aribignes, le propre frère du roi, a trouvé la mort dans la bataille.